de province. Bienvenue au 19h, Madame, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par ces cris d'alarme de la population du Haut-Katanga, inondée par les eaux polluées de la compagnie du développement minière. Le chargé des missions pour la zone sud du chef de l'État, Thierry Ndondé, a fait le déplacement sur place pour s'enquérir de la situation, et une situation dramatique l'a-t-il qualifiée au terme de sa visite. Suivez. La tension monte dans les quartiers riverains de l'entreprise minière Compagnie de développement minier CDEM en sigle à Lubumbashi, suite à une crue des eaux ayant inondé les habitations. Ces cris d'alarme de la population ont trouvé un écho direct au sommet de l'État. C'est dans ce contexte d'urgence sociale que Thierry Ndondé, chargé des missions du chef de l'État pour la zone sud, a mené une descente inopinée et ferme sur le site. Son objectif, s'enquérir personnellement de la situation et obtenir des explications claires sur ce qu'il qualifie de drame. La source du problème, le bassin de rétention de l'entreprise qui a laissé échapper une quantité importante d'eau non contrôlée est désormais au cœur de l'enquête. Ces eaux ont envahi des maisons de la population locale, suscitant une vive émotion et un sentiment d'abandon. Vous avez failli sur les règles environnementales. Et l'État est là pour protéger sa population. Et la population sera remise dans leurs droits. Vous vous jouez ici. Cette population qui est en train de se mourir là. Mais vous êtes bien ici. CDEM sera fermé. Ça, je vous le dis. Le chargé des missions a été catégorique. D'un ton ferme, il a réaffirmé la volonté du chef de l'État de rétablir la population touchée dans ses droits, et ce, dans les plus brefs délais. Cette intervention souligne la priorité sociale du gouvernement face aux dérives environnementales et aux impacts directs sur la vie des Congolais. Elle pose également la question de la responsabilité sociétale des entreprises minières et du respect des normes environnementales dans la région du Haut-Katanga. Violation des droits humains dans le secteur minier au Lualaba, on en parle avec cette annonce pour la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les accusations d'expropriation et de délocalisation abusive dénoncées par Amnesty International. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, monte au créneau face à cette situation. Regardez. Le respect de droits humains dans la province de Lualaba, où plusieurs sociétés minières sont accusées d'expropriation, de délocalisation abusive, de violations répétées de droits fondamentaux des populations locales. Dans le cadre de leur activité d'exploitation, sont le point à évoquer au cours de cet entretien. La délégation d'Amnesty International, conduite par M. Tiger Chagoutat, a indiqué que le rapport périodique récemment publié dresse un constat alarmant. Les entreprises minières persistent dans le non-respect de droits de communauté, souvent sous le regard impuissant des autorités locales. Maître Kambola Dona, membre de cette ONG, a salué l'écoute attentive et la réactivité du ministre Samuel Mbemba Kabouya, qui a annoncé la création de ce lundi d'une commission d'enquête qui se rendra à Kolwezi pour évaluer la situation sur le terrain et proposer des mesures correctives. Pendant 2 ans, nos organisations ont enquêté sur la question principale des expulsions forcées, et les résultats démontrent qu'il y a plusieurs violations des droits de l'homme, notamment les droits à la vie, les droits au logement, les droits à la nourriture, à cause des activités minières. Et les rapports démontrent aussi que sur terrain, les gens sont délocalisés sans réinstallation, moyennant de faibles indemnités. Une initiative qui marque une première réponse concrète des autorités face aux violations dénoncées et va ouvrir la voie à une plus grande redevabilité des entreprises minières. En séjour de travail à Kisongani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, a prêté une oreille attentive à toutes les déloyances soumises par les autorités politico-administratives de la province. Erodiski Toutou nous en parle. Au
cœur de Kisangani, la justice se met à l'écoute de réalités du terrain. Dans cette série d'échanges qui a commencé avec le gouverneur intérimaire Guilain Monguenya, qui a dressé un tableau alarmant mettant en lumière le manque criant des infrastructures adéquates et l'excès de la surpopulation carcérale. Une situation que déplore également le premier président de la Cour d'appel de la Chopo, reçu par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Le ministre nous a rassurés de son accompagnement et il nous a rappelé en fait qu'il n'est pas le ministre des magistrats, mais il est le ministre de la Justice qui souhaite à ce que l'administration de la justice soit menée de manière à ce que les justiciables soient proches, n'est-ce pas, des acteurs judiciaires que nous sommes. D'autres difficultés ont été exprimées par le chef de division de la justice province de la Chopo. Les difficultés en rapport par exemple avec les prisons. La plupart de nos prisons de la province de la Chopo sont trop vieilles, construites dans des conditions qu'il n'est plus possible de pouvoir maîtriser les caprices des délinquants. Très compatissant, très sensible. Il a promis qu'il va s'y mettre pour améliorer la situation des pénitentiaires dans la province de la Chopo. Ces échanges ont permis de mettre en lumière plusieurs défis qui freinent le bon fonctionnement de la justice. Le dossier sensible de Frivao, dont l'examen est prévu ce jour, figure également parmi les priorités évoquées. Kito Kisangani pour la ville-province de Kinshasa, l'université chrétienne de Kinshasa et l'université catholique du Congo ont accueilli une série de conférences animées par le prêtre et théologien ukrainien Cyril Ovorum. Ces rencontres ont réuni des étudiants de deux institutions universitaires sur les défis du dialogue interconfessionnel dans un contexte mondial marqué par les conflits. Reportage Ndolo Demazo. Ces matinées scientifiques ont enregistré la participation active des étudiants de l'Université chrétienne de Kinshasa et de l'Université catholique du Congo. Dans son exposé, prêtre et théologien ukrainien a dénoncé les stratégies déployées par la Russie qui consistent à instrumentaliser la religion comme levier d'influence politique et culturelle, notamment sur le continent africain. Et le secrétaire général administratif de l'UCC saluait la tenue de ces conférences qui contribuent à éveiller la conscience des étudiants. Nous pensons que dans l'avenir, nous pouvons faire quelque chose ensemble pour que les églises se mettent ensemble pour que nous puissions travailler pour la paix. Pour sa part, l'orateur du jour s'est dit confiant que l'Église doit se repositionner afin d'amener les nations agresseuses à mettre en pratique l'évangile tel que le recommande Dieu le Créateur. Donc notre devoir ici, c'est vraiment d'échanger de l'expérience, de savoir ce que nous pouvons tirer l'un de l'autre, parce qu'on peut constater qu'il y a beaucoup de parallèles quand même. Les deux pays qui sont en guerre, qui ont connu des souffrances telles que citées, comme le génocide colonial. Selon le prêtre ukrainien, l'invasion de la Russie en Ukraine, deux pays majoritairement orthodoxes, a profondément bouleversé l'œcuménisme. Pour faire face à cette situation, les chrétiens orthodoxes et gréco-catholiques d'Ukraine unissent désormais leurs forces et travaillent ensemble pour le bien-être de la nation. Une délégation du Fonds national d'entretien routier a visité le 28 octobre dernier les travaux financés par les FONER à Chikapa en compagnie du gouverneur du Kasaï qui a même félicité les œuvres effectuées dans le cadre de la lutte anti-érosive et voirie dans ces coins de la République démocratique du Congo. Gaëtan Magalano pour le reportage. De travaux de lutte anti-érosif et voirie financés par l'Office national d'entretien routier, visités par ces délégations accompagnées du gouverneur de province du Kasaï, dans ces quartiers communs de Chikapa. À Tumba Mwanamwanza, plusieurs infrastructures et édifices historiques sauvés de la menace d'un ravin qui avait englouti plusieurs maisons. Nous remercions infiniment le gouverneur pour sa venue. Cela prouve qu'il a le souci de sa population. Au site érosif de Sogajik et à l'école Kapongo, le constat est plutôt satisfaisant, déclare le gouverneur de province qui remercie le FONER pour ses œuvres dans la province du Kasaï. On est à 90% satisfait.
et l'accompagnement du FONER. Et nous disons merci à Monsieur le DG, Monsieur le directeur général du FONER, qui ne se lasse pas, qui continue toujours à soutenir la province du Kasaï. Voilà de quoi faire réagir le chef de la délégation du FONER, aussi le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, maître d'ouvrage. Nous sommes d'abord satisfaits de l'effort que l'autorité du FONER a pu entreprendre pour le financement de la lutte anti-érosive dans cette ville qui a un fléau terrible. Une joie immense d'avoir reçu la délégation du FONER qui est venue chez nous, visiter les travaux que l'OVD est en train d'exécuter. La population de 6 coins de la RDC salue à travers ses nombreuses réalisations le leadership de Pierre Bundoking, directeur général du FONER, de travaux à impact visible qui entrent dans le cadre de la vision du président Félix Tshisekedi. Le peuple d'abord. La modernisation des infrastructures et les désenclavements des entités de la province du Kasaï, cheval de bataille du ministre provincial en charge des travaux publics et infrastructures. Ce dernier a officiellement lancé les travaux de réhabilitation et des réparations des 2 ponts jetés sur la rivière Kaluebo dans les territoires des Luebo. Commentaire Lydia Fouamar. Le ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ITPR, a au nom du gouverneur Crispin Mukendi procédé ce mardi 4 novembre 2025 au lancement officiel de travaux de réhabilitation et de réparation de 2 ponts sur la rivière Kaluebo dans le territoire des Luebo. Ces projets concrétisent une promesse faite par le chef de l'exécutif provincial lors de sa récente visite d'itinérance dans le territoire de Luebo et Mouika où il avait constaté la dégradation avancée de ses ouvrages. Pour le directeur provincial de l'Office de routes, Paul Okika, ces travaux consisteront principalement au remplacement du platelage en bois par un platelage en tôle striée plus résistant et durable, ainsi que la construction en béton de massifs de protection. On a déjà fabriqué avec quelques panneaux qui sont déjà prêts déjà. Et nous allons ramener la semaine prochaine, je crois, mardi ou mercredi. Et ça peut être acheminé ici. Mais entre-temps, nous allons commencer à faire les travaux des rampes d'accès, des broussaillards que nous avons déjà commencé pour l'autre pont. De son côté, le ministre des ITPR, Pierre Mwamba, a rappelé que leur entretien garantira la durabilité des investissements publics. Il a souligné que ce pont constitue un levier essentiel pour dynamiser les échanges commerciaux entre Chikapa, Luebo et Mouika. Les 2 ponts Kaluebo, c'est un problème de longtemps que nous connaissons très bien. Aujourd'hui, il y a fait qu'on puisse financer. Nous sommes venus pour le lancement de ces travaux, nous sommes contents. De noter que ces travaux financés par le Fonds national d'entretien routier FONER seront exécutés par l'Office de route pour une durée de 3 mois sous la supervision du Bureau technique de contrôle PTC. La délégation des membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba avec à sa tête Fifi Masuka a fait la restitution à l'issue de sa participation à Kinshasa de la réunion convoquée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, suspendant des motions de censure et des pétitions au sein des assemblées provinciales du pays, question de préserver la stabilité des institutions provinciales. Après avoir participé à une séance de travail à Kinshasa avec les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, la délégation interinstitutionnelle du Lualaba a regagné la ville de Kolwezi par l'aéroport national. À leur arrivée, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, conduits par l'honorable président Jean-Marie Kasséa, ont été accueillis dans la soirée de ce mercredi 5 novembre par quelques officiels. Face à la recrudescence des crises politiques dans certaines provinces, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité a appelé à la suspension des motions de censure et des pétitions au sein des assemblées provinciales. Dorénavant, pour venir avec une motion de défiance, les bureaux doivent se mettre autour d'une même table pour réfléchir sur la quintessence de la motion de défiance. Nous devons maintenant travailler dans cette logique de la stabilité. Nous tous, nous savons, le pays est agressé. Nous-mêmes, nous nous agressons encore à l'interne. Le Lualaba reste à ce jour un modèle de stabilité institutionnelle en RDC, fruit de la collaboration entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant. Nous ici, nous prenons toujours la stabilité des institutions tous les jours.
Nous sommes un modèle, nous, Lualaba. La délégation lualabaise réaffirme ainsi son engagement à travailler pour la cohésion et la continuité de l'action publique dans l'intérêt du développement provincial. Et puis, dans l'optique de booster les processus de la digitalisation des droits des trafics maritimes, des lignes maritimes congolaises, le vice-premier ministre, ministre des Transports, a échangé avec les membres du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises et de la firme PADS Corporation pour la concrétisation de ces vastes projets gouvernementaux, nous dit Pierre Mbouyo dans ce reportage. Passer au crible de manière rigoureuse l'état de lieu actuel de la firme de transport en commun dans toutes ses dimensions, à travers la problématique multisectorielle et multiforme des assurances de bus Transco d'une part et de la conduite des chauffeurs d'autre part. Telle était l'une des résolutions et articulations phares de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de cette firme à vocation hautement sociale. Il s'agissait de faire un examen sur la situation générale de Transco et voir dans l'ensemble ce qui doit être fait pour améliorer les choses. Rehaussé de la présence des membres du comité de gestion, des administrateurs, des directeurs chefs de département et de la présidente de la délégation syndicale de Transco, cette réunion, axée sur les pistes de solutions, a permis au directeur général de fixer l'opinion sur le processus de la digitalisation des activités de ces services publics de l'État. Le Conseil a aussi fait des recommandations assez efficaces et il y a eu encore de pistes de solutions envisagées pour pallier à ces déficits-là. Nous avons besoin des équipements en bus nouveaux pour pallier aux problèmes de rentabilité, à une bonne gestion. Nous avons projeté aussi des projets de digitalisation et nous demandons aussi à l'État de nous accompagner par rapport du côté du fisc, toutes ces charges telles qu'évoquées. À travers cette réunion extraordinaire de son comité d'administration, la firme Transco s'engage à traduire en acte la vision sociale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'offrir aux Congolais des meilleurs moyens de mobilité urbaine et interprovinciale pour tous. Une firme angolaise, Caltrigo, spécialisée dans la gestion des déchets, décide d'apporter son expertise pour assainir les villes congolaises, en particulier la capitale Kinshasa. Le partenariat prévoit également la formation des jeunes Congolais dans les domaines de l'urbanisme et architecture. La ministre déléguée en charge de la politique des villes a reçu cette firme angolaise pour en parler. Un reportage de Bobo Mokundi. Dans le cadre de la nouvelle politique visant à moderniser les villes congolaises pour améliorer les cadres de vie des habitants, la ministre déléguée à l'urbanisme et habitat, Angèle Bangaza Yogo, s'engage activement pour concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayée par le gouvernement central. Ce jeudi, la ministre Bangaza a tenu une rencontre stratégique avec une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie angolaise, axée sur la politique de développement urbain. L'objectif de cette rencontre était de sceller un partenariat bilatéral avec l'Angola pour la mise en œuvre de projets urbains d'envergure. Ces projets visent non seulement à moderniser les villes, mais incluent également le volet de formation pour les jeunes dans les domaines de l'urbanisme et de l'architecture. Nous sommes vraiment impressionnés pour l'accueil surtout. Madame la ministre nous a offert, comme nous sommes ici accompagnés avec les entreprises. Donc ON, l'entreprise qui évolue déjà ici, qui nous accompagne, et l'entreprise Caltrigo, la représentation de l'architecte Rita, qui est la prix Nobel de l'architecture, et notre partenariat qui doit être consolidé justement pour des raisons d'amélioration des cités. Ce train d'innovation vient soutenir les efforts de la ministre Bangaza, qui, depuis son arrivée à la tête de ses portefeuilles, œuvre sans relâche pour restaurer l'attractivité des villes congolaises. Les jeunes de la commune de Matete et les conseils communaux se sont retrouvés pour évoquer des questions liées à la sécurité qui sévit dans cette partie de la capitale. Suivez. Des tas d'immondices ici et là, les routes impraticables après une tombée de pluie, un autre casse-tête et qui menace la vie des Kinois. Comment éviter cela? Eh bien, ce sujet a fait l'objet d'une rencontre de jeunes de Matete et Madame Justine Yangobombaka, élue municipale de cette commune. Ces jeunes sont venus solliciter l'implication de la conseillère communale pour que les avenues de Matete soient bien prises en charge et redorer leur image d'antan. La commune de Matete a
beaucoup de préoccupations. Mais aujourd'hui, avec cet échange avec la base, nous avons énuméré quelques points qu'ensemble nous allons faire. Dans l'entretemps, 10 km des routes sont en pleine réhabilitation avec l'appui du gouverneur de la ville, Daniel Bombalobaki, sous la supervision du bourgmestre de Matete, Jules Mukumbi. Motif de satisfaction pour la population et l'honorable Yango Justine remercie les autorités au nom de sa base tout en insistant sur le respect des normes dans l'exécution. L'Office des produits agricoles du Congo, ONAPAC en sigle, fait tourner la page de plusieurs années de crise. Une relance est engagée à la fois sociale et économique. Les dirigeants de cette institution promettent de redonner à l'ONAPAC son rôle d'origine, soutenir la production agricole nationale. Suivez. C'est une réunion pleine d'émotions qui a réuni les conseils d'administration, la direction générale et les comités des retraités de l'ONAPAC. Objectif, trouver des solutions durables aux problèmes sociaux qui minent l'entreprise depuis plus de 20 ans. Confiant dans la sensibilité sociale du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, les présidents du conseil d'administration espèrent une réponse positive à l'image du dossier des agents de l'ONATRA récemment résolu par les chefs de l'État au sein de l'institution. Nous avons mis en place une stratégie qui consiste à déployer un plaidoyer auprès des autorités gouvernementales, particulièrement auprès de notre ministère des tutelles, de la primature et même de la présidence de la République, pour que la dette sociale de cet établissement public dans le cadre de sa relance puisse être une préoccupation des autorités. De son côté, la directrice générale Mimi Monganumbi salue le climat de confiance et de dialogue renoué avec les anciens agents. Nous avons trouvé ensemble quelques pistes de solutions. Nous continuons à y travailler. Et aussi, il y a beaucoup d'efforts que les comités de gestion et les conseils d'administration actuels ont déjà eu à fournir par rapport à la situation des retraités. Et donc, nous avons démontré que notre comité a eu à poser plusieurs actes, non seulement à Kinshasa, mais dans toutes les entités de la République démocratique du Congo. Les retraités, à travers les comités, disent avoir retrouvé l'espoir. Au-delà de la question sociale, la nouvelle équipe dirigeante entend repositionner l'ONAPAC comme un acteur clé du développement agricole en RDC. La République démocratique du Congo gagne du terrain grâce à l'offensive diplomatique sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un succès diplomatique qui a fait l'objet d'une matinée politique à Lubumbashi à l'initiative de la vision Fachi rénovée. Suivez. De Doha à Paris en passant par le Caire pour enfin chuter à Belém au Brésil, nul n'ignore que ces déplacements à l'international du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne convergent qu'à la recherche de la paix. Kalimboui, patron de la vision Fachi rénovée, du haut de sa traditionnelle communication sur les questions de l'heure en RDC, a salué d'ailleurs cette participation du chef de l'État congolais dans tous ces forums internationaux qui traduit une vision efficace et une visibilité cohérente assortie d'engagements financiers concrets. Voilà qu'après viendra l'activation des leviers de la cohésion nationale, souligne le numéro 1 de la VFR, pour qu'enfin la RDC et son peuple soient reconnectés ou restaurés à la santé, à l'école, à la justice distributive, à une économie florissante, voire à une égalité républicaine. Sur un tout autre sujet, Kalimboui a aussi jugé nécessaire la mesure du gouvernement sur les provinces à surseoir les pétitions et motions visant les gouverneurs des provinces et membres des bureaux des assemblées provinciales. Selon lui, ça évite ce cycle d'ingouvernabilité dans les provinces pendant cette période de guerre à l'est du pays.
Les enseignants des écoles de la province éducationnelle du Kwilu à Dibaya Louboué fustigent les comportements des banques payeuses. Ces derniers menacent d'aller en grève. Ils ont également organisé une marche de protestation suivie. Le raid de la commune rurale de Dibaya Louboué dans les territoires d'Idiofa, province du Kwilu, ont connu une ambiance inhabituelle le mardi 4 novembre. Plus de 5000 enseignants de la province éducationnelle du Kwilu 3 dans la sous-division de Dibaya Louboué ont marché pour réclamer le paiement de 3 mois d'arriérés de leur salaire. Selon le président de l'intersyndicale des enseignants de Dibaya Louboué, Willy Niaba Riza, la situation devient insupportable pour les enseignants de cette partie du territoire national. Ces professionnels de la crêpe blanche appellent à l'implication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de la gratuité de l'enseignement. Ils exigent en outre le changement de la banque payeuse installée à une distance de 200 km, un autre calvaire. L'implantation d'une banque dans la partie nord du Diofa, notamment à Dibaya Louboué, est plus qu'une urgence afin d'assurer le paiement, les salaires des agents et fonctionnaires de l'État, dont les enseignants en temps réel. Nous demandons au gouvernement congolais, dans un bref délai, de trouver solution à ce problème crucial. Les retards dans le paiement des salaires entraînent beaucoup de frustrations et perturbations pour le bon déroulement du travail. Rappelons que l'enseignement est le premier métier et source essentielle des revenus dans la province du Kwilu, suivi du secteur de la santé. Suivez ces plaidoyers pour le financement des projets de développement socio-économique de la province du Kwango, un plaidoyer qui a été mené aux États-Unis d'Amérique par le député national Doug Kulungu. C'était lors des échanges qu'il a eu avec les entrepreneurs américains et autres potentiels partenaires. Reportage Serge Mata. La province du Kwango fait actuellement face à des défis socio-économiques et d'infrastructures de base. Cette rencontre d'échange, tenue dans la ville de Fresno, dans l'État de Californie aux États-Unis d'Amérique, a offert une occasion appropriée au député national Doug Kulungu d'inviter les entrepreneurs américains et autres partenaires potentiels à venir investir en République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Kwango. Lors de son intervention, l'élite de Kasungulunda a mis un accent particulier sur les efforts déployés par le gouvernement de la République pour attirer et protéger les investissements étrangers en République démocratique du Congo. Il a en outre plaidé pour le financement des projets de développement socio-économique dans cette partie du pays. Lorsque nous nous rencontrons aux États-Unis, nous avons, n'est-ce pas, une opportunité d'inviter nos partenaires, des Américains qui portent notre pays, des gens de bonne foi qui veulent, n'est-ce pas, être parmi ces Américains qui vont nous accompagner, parler du Congo partout où nous sommes. C'est ainsi, nous construisons la province du Congo avec cette capacité de suivre en détail la vision du chef de l'État. Ce grand rendez-vous a connu la participation remarquable des acteurs de tous les horizons. Parmi eux figure l'ancien envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour les Grands Lacs, John Peter Pham, et le pasteur américain Travis Johnson, directeur adjoint du bureau de la foi au sein de la Maison-Blanche. Dans le secteur agricole, il y a également cette évaluation de la production du café Robusta à Chopo. Dans la province de la Chopo, la relance de la caféculture s'impose peu à peu comme un outil stratégique pour sédentariser le paysan, freiner la déforestation et générer des revenus durables. C'est dans cette dynamique qu'une étude a été menée afin de déterminer les motivations des populations locales à réintégrer la culture du café dans leur stratégie de subsistance. L'objectif principal, évaluer la place sociale, économique, culturelle et institutionnelle du café dans la région. Cette recherche s'est articulée autour des 3 axes principaux, dont l'analyse des perceptions des producteurs, l'évaluation de l'impact économique et environnemental de l'investissement dans la filière café, ainsi que l'étude du cadre de gouvernance, notamment les interactions institutionnelles et les effets sociaux du secteur. Les données ont été collectées selon la méthode dite boule de neige et traitées à l'aide d'outils issus des sciences socio-anthropologiques, économiques
et de la psychologie sociale. Ailleurs, dans d'autres pays, notamment le Brésil, la relance de la culture du café a été accompagnée par capacité locale en recherche scientifique. Compte tenu des acquis du passé de la Chopo, nous avons bien voulu que nous puissions nous focaliser sur la Chopo. Chopo, elle seule, avait 26% d'espace cultivé en caféier dans la République démocratique du Congo. Les premiers résultats confirment les potentiels de la caféiculture comme solution de développement durable à condition d'un encadrement adapté et d'un soutien institutionnel renforcé. Et avant de se quitter au Congo central, plusieurs femmes, des filles mères et les jeunes filles désœuvrées de King PC dans les territoires des Songololo ont suivi une formation en esthétique grâce à l'appui de Madame Lusakweno. Cette formation a été sanctionnée par la remise des brevets. C'est en présence des autorités locales. Suivez. Ce lundi 3 novembre 2025, une séance d'évaluation a eu lieu à Kimpese, dans le territoire de Songololo, dans la province du Congo central, marquant la fin de 6 mois de formation professionnelle dispensée au salon Urbaine Coiffure. Cette cérémonie a réuni plusieurs personnalités, notamment le membre du jury, ainsi que la promotrice du salon, Madame Urbaine Lusakweno. Les apprenants étaient d'abord soumis à une évaluation orale visant à tester leurs connaissances théoriques. Ensuite, ils ont passé une épreuve pratique démontrant leurs compétences en coiffure et à l'esthétique. Parmi les témoignages marquants, une fille mère visiblement émue a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers l'équipe formatrice pour les compétences acquises et l'espoir d'un avenir meilleur. La formation a été très meilleure. J'ai appris à faire le make-up. Comme vous me voyez, je suis toute belle. Je suis Madame Urbaine Coiffure. Je pense que dans les années à venir, ça me servira de travailler et d'avoir une bonne réputation au sein de l'esthétique. De son côté, Madame Urbaine Lusakweno, promotrice du salon, a réaffirmé l'objectif principal de cette initiative. En tout cas, durant notre formation, nous avons reçu les femmes mariées, nous avons reçu les filles mères et nous avons reçu également les filles. Mais nous ne sommes pas limités là. Urbaine Coiffure invite tout le monde. Signalons que la collation officielle des lauréats est prévue pour février 2026. Elle viendra couronner cette belle initiative de formation et d'insertion socio-économique. Ce journal réalisé sous la coordination de Guidil Boalia est terminé. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 20h avec Gaëtan Magalano. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.